Bonjour Monsieur Caro, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et de nous parler un peu de votre rôle aujourd'hui à l'AFD et de votre vision par rapport à la question du financement pour le changement. Donc vous êtes chef de projet au sein de la division énergie au sein de l'Agence française de développement. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre travail au sein de l'AFD aujourd'hui et plus généralement son lien aussi avec la Convention des maires en Afrique subsaharienne? Oui, alors en tant que chef de projet à l'AFD, on est en interface entre nos agences qui sont sur le terrain, au contact en fait des bénéficiaires des projets. Donc contact avec les gouvernements, avec les villes, avec les acteurs de la société civile, avec toutes les personnes et toutes les organisations que l'AFD, en tant que bailleur de fonds, peut aider. Donc, intermédiaire entre ces pays en développement, nos interlocuteurs et notre travail de banque de développement. Et on va être un des maillons clés, finalement, pour instruire les projets, les identifier, aider à les concevoir, participer à la conception des projets à partir des idées qui nous sont apportées par les pays et par les villes des pays en développement, et de les amener jusqu'à une maturité technique et une maturité financière qui permet ensuite d'octroyer le financement de ces projets. Donc c'est un travail assez intéressant, un travail un peu de plateforme, puisqu'on va être en lien à la fois avec les pays en développement, mais aussi avec tous nos collègues en interne, sur les aspects environnementaux et sociaux, sur les aspects juridiques, sur les aspects purement techniques du projet, sur les aspects réglementaires et de conformité, puisqu'on travaille comme une banque. Donc c'est un métier assez intéressant qui permet vraiment de comprendre un peu l'ensemble de ce que fait la maison et d'être confronté à différentes problématiques liées au projet, depuis l'instruction à la mise en œuvre complète. Merci. Et donc au quotidien, votre lien de travail avec la COMSA, comment est-ce que vous le mettez en œuvre? Alors, COMSA, c'est une initiative financée par l'Union européenne et dans laquelle l'AFD participe en tant que gestionnaire de fonds délégués avec d'autres partenaires comme la GIZ, comme Expertise France et comme l'AECID, qui est l'agence de coopération espagnole. Et notre rôle, nous, AFD, au sein de la COMSA, c'est de gérer des fonds délégués pour préparer des études et préparer des projets d'infrastructures urbaines afin que ces projets soient durables, soient résilients au changement climatique et puissent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est vraiment dans notre rôle de banque de développement, de contribuer à identifier des projets et à les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient finançables, soit par des acteurs comme nous, banque de développement, soit par d'autres acteurs, soit directement les États, par la société civile, par des ONG, par des banques locales. Et on est vraiment dans ce rôle d'intermédiaire et de plateforme, en fait, entre les besoins et les idées de projets qui émergent et la concrétisation. Très bien. D'après votre expérience, question un peu large, quels sont d'une part les obstacles majeurs et d'autre part les opportunités pour financer les infrastructures qui seraient plus durables et résilientes au climat dans les villes africaines, dans le contexte africain? Alors déjà, le premier avantage, en fait, et le premier besoin, c'est l'immense besoin en infrastructure. Donc, les villes africaines en particulier font déjà face à un déficit en infrastructure, un déficit de services publics. On note une explosion des embouteillages, les villes souffrent de délestage électrique, de coupures d'eau, de gestion des déchets insuffisante. Donc il y a un nombre de problèmes et de problématiques urbaines qui existent et auxquelles les villes africaines ont du mal à faire face, parce que la population croît très vite, le besoin d'infrastructures est immense et le déficit s'accroît. Donc cet immense besoin, pour nous, c'est une opportunité pour amener notre savoir-faire et notre financement pour les aider à concevoir des projets et à les financer. Le changement climatique, il va renforcer ce besoin dans la mesure où les villes africaines, elles se rendent compte de l'impact du changement climatique, elles y font déjà face et elles se rendent compte des besoins en fait d'infrastructures qui soient plus durables, plus résilientes, qui soient adaptées en fait au changement liées aux inondations, liées aux sécheresses auxquelles elles font face. Et donc, on note, par exemple, en fonction de la pluviométrie, on se rend déjà compte, en fait, qu'il y a des épisodes pluvieux qui sont de plus en plus intenses
et qui provoquent des inondations, des érosions, des glissements de terrain et qui laissent les populations démunies face à la montée des eaux, face à la destruction de leur habitat. À l'extrême inverse, c'est l'augmentation des sécheresses, en fait, qui peuvent priver même des villes relativement avancées comme le Cap d'alimentation en eau pendant plusieurs jours pour faire face à des sécheresses et à ce manque d'eau. Et paradoxalement, le continent africain dispose d'énormes ressources en eau, mais malgré cela, les sécheresses et les épisodes secs vont s'accroître. Et les problématiques d'accès à l'eau, soit pour l'agriculture ou l'eau potable en milieu urbain, vont s'accélérer aussi. Un des obstacles majeurs, c'est la capacité d'absorption, en fait, vu le nombre de projets nécessaires et vu le déficit actuel en infrastructure, qui va s'amplifier. C'est cette capacité d'absorption technique et financière qui est aussi un des principaux obstacles pour mettre en œuvre rapidement des projets. C'est les projets, avec les exigences qu'on a, avec le souci de qualité, le souci de répondre à un besoin qui est réel, qui est bien défini, c'est du temps. C'est du temps de préparation, c'est du temps de conception pour que les études soient bien faites, qu'elles permettent de bien concevoir le projet pour éviter au maximum les imprévus, pour bien préparer les appels d'offres. Et donc, c'est une démarche qui est longue, à la fois de notre côté et du côté des porteurs de projets. Et c'est un des obstacles aussi à ce que les projets ne se mettent pas plus rapidement en œuvre. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles, une des conditions finalement, pour que les projets soient mieux faits. Ok, ouais, on voit bien effectivement ce que vous avez évoqué, le lien entre le changement climatique qui renforce ses besoins en un urbanisme durable et à la fois le déficit d'infrastructures et cette capacité d'absorption technique et financière qui est mise à mal et qui va être d'autant plus mise à mal par rapport aux conséquences de la pandémie de la Covid-19. Donc, d'après vous, comment vont précisément évoluer ces obstacles et ces opportunités que vous avez mentionnées au regard de cette pandémie de la Covid-19 et de ses conséquences dans le contexte africain, ses conséquences économiques, sociales, urbaines ou autres? Oui, il est encore difficile de prévoir à moyen et long terme en fait l'impact de la pandémie de Covid-19. On continue à apprendre chaque jour en fait le virus, les conséquences que ça a sur nos sociétés, sur nos économies. Ce qu'on commence à constater, et on le voit avec les derniers rapports de la Banque mondiale ou de l'OCDE, c'est qu'on a déjà un recul finalement, un progrès de la réduction de la pauvreté. Ça, c'est déjà quelque chose de notable et qui a été déjà signalé depuis juin-juillet. Donc en fait, le nombre de pauvres est en train d'augmenter. En fait, tous les efforts et les bénéfices des actions passées sont en train d'être un peu arrêtés par la pandémie. Et on a des gens qui basculent dans la pauvreté et qui, pour le moment, étaient en train plutôt de migrer vers des classes supérieures, des classes moyennes. Donc ça va nous amener aussi à nous remettre en question, à devoir trouver des nouvelles solutions pour travailler dans un monde qui pourrait être très différent, surtout si la pandémie continue en fait à nous empêcher de travailler comme on avait l'habitude de le faire. Mais la pandémie, c'est aussi un exemple de ce que pourrait devenir le monde demain avec des changements qui pourraient être plus brusques, plus brutaux et plus durables, comme le changement climatique clé, par exemple. Et toutes les catastrophes naturelles, les catastrophes climatiques qui s'annoncent vont de la même manière perturber la manière avec laquelle on travaille, la manière avec laquelle on a la capacité de mettre en œuvre les choses. Et je pense que le virus de Covid-19 nous rappelle aussi ce besoin finalement de résilience, ce besoin de repenser la manière dont on conçoit les villes. Enfin, que les villes soient plus adaptées à nos interactions, à nos déplacements, et donc prendre en compte la question énergétique, la question de réduction des émissions, la question de sobriété, la question d'adaptation au changement climatique, mais aussi de valoriser les liens sociaux, la capacité un peu de filet social que peuvent avoir certaines sociétés. C'est très important pour faire face à des crises qui peuvent être assez imprévues, comme celle du Covid, et qui touchent tous les pays de la planète. Et contre le changement climatique, c'est là où il est important de bien planifier, de bien concevoir les projets, et de bien se projeter à l'avenir. Contre ces phénomènes naturels, il n'y aura pas de vaccin, il n'y aura pas non plus de remède contre ça. C'est vraiment dans la préparation et dans la préparation de projets vraiment adéquats et plus mûris qu'on pourra trouver des solutions et
éviter de voir en fait les drames que l'on voit actuellement avec des érosions côtières, des logements qui partent dans des glissements de terrain et des gens qui se retrouvent vraiment démunis et des villes finalement qui se retrouvent démunies aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la pandémie actuelle sert un peu de sorte de premier test grandeur nature à échelle des villes et à échelle globale aussi, de ce qui peut nous attendre malheureusement dans le futur par rapport au changement climatique. Et c'est intéressant effectivement de se dire qu'il faut travailler sur la planification, puisqu'on voit qu'on a vu notamment dans le cas de la pandémie de la Covid-19 qu'une bonne planification urbaine, économique, sociale, spatiale même pouvait permettre de diminuer les risques et les conséquences. D'après votre expérience et ce que vous voyez notamment dans vos projets à l'AFD, est-ce que vous pourriez nous décrire comment une gouvernance multiniveau améliorée peut jouer le rôle de catalyseur du financement des collectivités territoriales avec lesquelles vous travaillez? Alors la manière dont je perçois les choses en tant que chef de projet, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles en fait qui résident dans la manière dont les acteurs se parlent ou ne se parlent pas entre eux. Et au niveau urbain, en Afrique subsaharienne, il y a peu de villes finalement qui ont l'autonomie technique et financière pour concevoir les projets et pour aller accéder au financement directement. Et je pense qu'à part en Afrique du Sud, où les municipalités ont la capacité d'aller notamment emprunter sur les marchés, emprunter directement à des banques comme l'AFD, par exemple, la plupart des villes d'Afrique subsaharienne n'ont pas cette capacité. Et donc, la nécessité pour chaque niveau de décision de vraiment discuter ensemble, d'être capable de pouvoir porter les projets à un niveau supérieur, de pouvoir éventuellement même s'allier entre villes pour porter une problématique commune auprès de gouvernements centraux ou auprès d'agences publiques en charge du logement ou du financement d'équipements publics communaux ou autres, ils sont nécessaires pour que les acteurs se parlent entre eux et que la conception des projets, les stratégies aussi nationales concordent avec celles au niveau régional. Je l'ai mentionné un petit peu avant, mais les villes, elles sont déjà au contact des défis. Elles sont quotidiennement confrontées aux problématiques d'urbanisation rapide, aux problématiques du changement climatique. Et elles sont en contact direct avec les populations qui leur font remonter les problèmes de qualité de vie auxquels elles font face. De leur côté, les gouvernements centraux, ils sont mieux armés en termes de stratégie, en termes d'accès aux bailleurs, en termes d'accès au financement extérieur, en termes de planification de leurs dettes, en termes des finances publiques en général, des lois de finances annuelles. Et donc, il y a un lien à faire entre les acteurs qui sont en contact direct des populations et ceux qui sont plus armés actuellement pour aller chercher le financement, planifier et aller chercher les financements, notamment des bailleurs de fonds. Donc, faire le lien entre les deux, et c'est essentiel. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a soit des démarches plus participatives dans la manière de planifier, de manière d'élaborer les stratégies nationales. Et il y a aussi l'utilisation d'acteurs locaux qui peuvent être très pertinents. Il y a des agences d'urbanisme, il peut y avoir des agences, des fonds d'équipement de collectivités. Il y a notamment aussi toutes les banques publiques de développement local qui travaillent à l'échelle de régions, de pays ou de sous-continents et qui ont un rôle essentiel et qui n'est pas forcément toujours connu. Merci pour ces remarques hyper pertinentes, notamment sur le rôle effectivement des banques publiques de développement qui sont au niveau local et qu'il faut valoriser. On va maintenant aborder un autre sujet qui est celui du genre et j'aimerais vous demander quels sont les mécanismes financiers qui pourraient renforcer l'égalité de genre à travers l'action climatique selon vous et comment agir sur ces leviers-là. Oui, alors le genre, c'est une question fondamentale pour nous, bailleurs de fonds. Au niveau AFD, c'est quelque chose qu'on essaie d'inclure de plus en plus dans nos projets. On a l'objectif d'avoir 100% de nos projets qui prennent en compte la dimension genre. Pour le moment, on peut dire qu'on est autour de la moitié. Environ la moitié de nos projets actuellement approuvés et mis en œuvre incluent une dimension genre, une dimension concrète.
Et ça fait partie de notre objectif lien social plus largement. Et en fait, l'idée, c'est de reconnaître le rôle des femmes qui est moteur en fait dans le développement économique, dans les liens sociaux et finalement dans la santé d'une nation et d'une économie. Donc, comment on renforce ça? Alors, on a tout un tas d'outils et de types de projets qui permettent de renforcer le genre. En fait, c'est au niveau de chaque projet qu'il faut se poser la question de l'inclusion du genre. C'est un thème qui est vraiment transversal, qui va toucher à la fois des projets santé, des projets urbains ou des projets énergie. Et dans le cadre de nos instructions de projet, on va se poser en fait dès l'identification, dès le départ, comment on peut inclure mieux les femmes, comment on va mieux participer au processus de planification, de décision, et comment elles peuvent rentrer de manière plus large dans un secteur en tant qu'employée d'un secteur, en tant que dirigeante ou en tant qu'usagère. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Le lien avec les politiques climat, on l'inclut aussi. Là, j'ai un exemple assez récent de programme d'appui aux politiques publiques climat et énergie en Équateur, dans lesquels un de nos axes spécifiques de travail concerne l'inclusion des femmes dans les politiques climat et comment les faire participer et comment les inclure autant que les hommes dans les processus de planification et de décision sur finalement l'avenir de leur pays, comment prendre les enjeux de demain. Et dans le cadre de ce programme-là, on a un indicateur qui est spécifiquement dédié à ça et à la prise en compte de l'égalité femmes-hommes. Et ça va se décliner notamment par un plan d'action, donc avec des mesures concrètes que le gouvernement pourra suivre et appliquer de manière aussi volontaire, puisqu'il participe à la démarche avec les gouvernements locaux pour que les femmes soient bien incluses dans tous les processus participatifs, les processus de décision, l'élaboration des plans locaux climat, et qui remontent ainsi à l'échelon central et au comité interministériel pour le changement climatique. Donc pour nous, bailleurs, c'est vraiment à la fois un défi, mais c'est vraiment une question qu'on embarque maintenant de manière plus systématique et de manière transversale dans nos projets. C'est vraiment un des critères essentiels pour que les pays et les sociétés puissent avancer vers plus de justice sociale, et ce qui se traduit aussi par un bien-être économique supérieur. Donc, merci pour toutes ces précisions sur la manière dont le genre peut être inclus dans les projets. Et pour compléter, est-ce que vous auriez quelques exemples que l'AFD met en œuvre pour que les villes puissent surmonter les obstacles liés à l'égalité de genre et favoriser ces politiques? Oui, tout à fait. Au niveau municipal, il y a plusieurs types d'actions qui peuvent être mises en place. Au niveau des gestions de services publics, il est important qu'au niveau des recrutements RH, des politiques RH, des agences en fait, qui gèrent les services publics, il y ait une meilleure représentation des femmes. Et donc ça passe par un travail sur les politiques de ressources humaines, sur les politiques de recrutement, sur les politiques de gestion des carrières, les gestion des promotions aussi des femmes au sein de leur métier. Par ça, on peut contribuer à élaborer des plans d'action qui nous permettent de mieux prendre en compte les problématiques de genre à l'embauche ou dans la gestion de la carrière au sein de nos contreparties et de nos clients. Un autre aspect, et je peux citer un exemple un peu plus concret, dans le cadre de Covenant of Myers en Afrique subsaharienne, financé par l'Union européenne, l'AFD a lancé une étude visant à définir des critères en fait pour les projets d'éclairage public urbain, visant à mieux comprendre et à mieux intégrer les besoins des femmes et afin que les projets d'éclairage public soient plus adaptés à un usage mixte finalement et que les femmes se sentent en sécurité en ville, dans leurs déplacements, dans leurs activités. Et donc cette étude elle va être menée sur plusieurs villes, sur plusieurs pays qui ont déjà bénéficié de projets d'éclairage public, ce qui permet d'avoir un retour d'expérience, ou de villes dans lesquelles des projets sont en cours de préparation. Et l'étude va notamment inclure en fait des groupes de travail, des groupes participatifs avec des femmes qui vivent dans ces villes, qui vivent dans ces quartiers, et qui vont pouvoir directement expliquer en fait leurs besoins, leurs ressentis vis-à-vis de différents types d'infrastructures humaines, différentes aménités, et comment certains petits détails peuvent vraiment changer leur quotidien.
L'idée de cette étude, c'est d'avoir un peu un état des lieux et c'est de donner des recommandations concrètes pour que lorsqu'on prépare des projets d'éclairage public et lorsqu'on passe les marchés avec des spécifications techniques, toute la manière dont on conçoit et on précise techniquement les besoins prenne en compte cette dynamique genre, c'est les besoins exprimés par les femmes. Donc ça permettra d'avoir vraiment une approche concrète qui revient du terrain. Donc l'étude est réalisée avec un mix de compétences, à la fois techniques sur les questions purement d'éclairage public, pour avoir un petit peu toutes les solutions techniques de type d'éclairage, mais aussi sociologiques et avec des experts en fait de la prise en compte du genre dans les projets d'infrastructure et la prise en compte du genre dans les projets urbains. Donc les résultats de cette étude seront connus en fait au début 2021 et il sera très intéressant de voir quelles sont les conclusions et les recommandations.